8h-10h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Et avec Gaspard Proust. Bonjour Gaspard, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. On est ravis de vous accueillir. Ce soir, c'est la dernière d'Enfin sur scène au studio des Champs-Élysées à Paris, donc près de la place de l'Alma. Cet été, si mes renseignements sont bons, c'est le Festival d'Avignon et vous reprenez tout ce spectacle donc à partir du mois d'octobre à l'Européen. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de vous sur scène. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de faute. On a l'impression d'une sorte de sale gosse matinée de Julien Sorel, qui est donc le personnage qui arrive à Paris et qui détruit absolument tout, c'est-à-dire les jeunes filles qu'il rencontre, les femmes âgées, le Parti socialiste, Nicolas Sarkozy, la géopolitique mondiale. Alors, est-ce que c'est d'abord cette idée d'une sorte de Julien Sorel, c'est-à-dire de héros classique, mais en même temps du sale gosse, c'est une bonne idée vous concernant ? Ah, ça c'est vous qui trouvez que c'est Julien Sorel, mais c'est pas ça, c'est venu après. Un personnage classique, raffiné, quoi, c'est pas un beauf, c'est pas un... Bah non, j'essaie d'être proche de ce que je suis. Je vais pas dire que dans la vie je suis un beauf. C'est vrai que ça serait plus compliqué pour moi de venir avec des gourmettes et de faire du clinquant. Je pense que je serais pas crédible du tout. Alors j'essaie d'être proche de quelque chose où je suis naturellement. Donc je vais pas vraiment construire un personnage, mais après c'est vrai que c'est pas mal d'être comparé à ça. Mais après on aurait pu en citer d'autres, hein. Meursault, ou des personnages de Houellebecq, ou de tellement d'autres. Mais tant qu'on reste dans la littérature, c'est vrai que ça reste plutôt flatteur. Mais parce que c'est un personnage, Gaspard. C'est-à-dire que les gens ont tendance à dire, parce que c'est cette désinvolture, ce que les gens assimilent à du cynisme, en fait, c'est pas forcément vous. C'est quand même un personnage que vous racontez depuis le début. C'est peut-être vous, mais c'est un personnage. Ce type qui arrive, qui envoie un SMS à une fille... Oui, non, franchement, c'est vraiment moi, hein, je trouve. Tout ce que je dis sur scène, enfin, encore, c'est très patiné, hein, j'ai vraiment essayé de me rendre accessible, donc j'ai vraiment gommé les aspérités pour pouvoir me vendre sur scène. Autrement, je suis vraiment une ordure beaucoup plus grande dans la vie réelle. Ouais. Donc, j'ai vraiment essayé d'être gentil pour le coup. Et je trouve pas le spectacle cynique. Vous avez dit cynique? Non, j'ai dit au contraire, on a dit ça d'une manière un peu facile. Que le spectacle était cynique. Oui. C'est vrai, il est plus réaliste que cynique. C'est juste un point de vue que porte cet homme-là sur les choses, un point de vue avec un peu de mauvaise foi mais beaucoup qu'un sens clinique, je dirais, comme ça. Mais ça, c'est très Houellebecq, c'est très littéraire. Pourtant, vous lui tapez dessus pendant le spectacle, Houellebecq. Non, je le cite comme modèle. Ouais. Je dis Paulo Coelho de la branlette désenchantée. Vous voyez, il y a du beau là-dedans aussi. Donc ça commence par un jeune homme donc qui arrive et qui envoie un texto après avoir fait l'amour à une jeune femme et qui lui envoie un texto: désolé, je suis parti vite, au lieu de lui mettre PS. Et c'est là où vous installez un climat avec les gens. Vous dites pour qu'elles comprennent, je vais mettre non pas PS mais IVG, quoi. Et le PS, c'est de toute façon, si t'as mal à la tête, c'est parce que j'ai écrasé dans ta boisson, ton café, les pilules du lendemain, 5 ou 6. Donc, c'est plus une forme de sondage, parce que je vois quelles sont les personnes qui réagissent. Je dis, celles-là ont eu cette expérience-là, donc je me dis, il y a des gens sordides, donc je peux y aller. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette référence. Il y a des gens qui se disent, qu'est-ce que ça fait de boire 5 pilules du lendemain? Et là, quand on a une réaction, on se dit qu'effectivement, ça doit faire mal à la tête. Mais je sais pas si je réponds à votre question, en fait. Si, c'est un climat. C'est-à-dire que c'est un climat que vous instaurez d'entrée. Ouais. Avec la salle, avec une certaine forme de dialogue et une certaine forme de violence et la même voix douce que celle que vous avez ce matin. Ça veut dire des choses épouvantables, mais pas vraiment de sourire, beaucoup de temps presque musicaux, des espaces pour voir les gens. Je vais donner un exemple, parce que si on ne donne pas d'exemple, évidemment personne ne comprend rien. Un moment au milieu du spectacle, qu'est-ce que le nazisme? Alors les gens évidemment dans la salle sont là, ils sont absolument terrorisés, ils se disent mais qu'est-ce qui va nous sortir, etc. Et là, donc il y a un blanc. Je vais voir si... J'imagine que les gens qui nous écoutent à Radio Classique, il y a un blanc, et vous dites, c'est un meeting de Ségolène Royal plus les idées. Alors évidemment, les gens, ils explosent de rire ou ils font un bond en arrière sur leur fauteuil. Et c'est vrai que la question du silence, c'est quelque chose que j'aime énormément dans le spectacle, et je trouve que c'est pas encore assez travaillé. Mais c'est ce qui, je pense, me plaît le plus dans ce que je fais. Parce que c'est comme en musique, donc on est sur Radio Classique, c'est qu'il y a des musiques qui commencent avant que les notes débutent. Exactement. C'est d'ailleurs le propre des grandes interprétations, c'est quand vous sentez que ça arrive avant que ce ne soit là. Et c'est vrai que oui, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et voir jusqu'où on peut tirer le silence avant que ça ne retombe pour que justement le rythme reste. Donc c'est parfois très musical, oui. Exactement. Et en même temps, ce sont des bombes que vous balancez de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a ce temps, et puis vous reprenez tous les grands thèmes tabous, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, le président de la République, parce que on est dans un quartier, donc les Champs-Élysées, la Vue Montaigne, qui est plutôt un quartier d'archi-bourgeois de droite. Donc vous tapez sur le président
Oh, je tape pas. Alors, je trouve que je parle pas beaucoup de Nicolas. De politique, c'est vraiment, pour moi, c'était plus une transition pour amener à la guerre, vous voyez. C'est vraiment un prétexte. C'était pas le sujet. Après, on peut toujours faire, c'est un peu l'avantage avec le président, c'est qu'il il y a toujours une variation drôle à faire sur lui. Et, non, c'est vraiment une transition, le président. C'est pas le but du... Après, c'est vrai que le quartier, le fait qu'il soit plutôt de droite, bourgeois, c'est quelque chose qui est assez jouissif. C'est vrai que... De leur balancer, qu'est-ce que vous dites tout sous prétexte en leur disant qu'ils sont tous de droite, etc. Que nous sommes, que moi, que je suis comme eux. Donc, j'essaie de créer une fausse empathie avec les gens. Et ils marchent. Bah, ils marchent. Et il y a cette petite phrase, justement, parce que les petites bombinettes sont lâchées les unes après les autres. Est-ce que vous connaissez, par exemple, dites-vous à la salle, depuis la chute du mur de Berlin, un homme de gauche qui soit repassé s'installer à l'Est? Évidemment, tout le monde se met à se marrer. Et effectivement, vous les embarquez dans une empathie... Oui, parce que personne n'en connaît. Je sais pas, vous voyez. Donc on se dit, mais c'est vrai, il a raison, ce garçon. Ça a l'air tellement énorme, mais en fait, il ne dit que des vérités. Je dis, mais voilà. Gaspard, pourquoi vous avez... D'abord, l'univers de la guerre, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui parlent de ça dans les one-man shows. Il vient d'où? De vos origines, de l'Europe centrale, de la Slovénie, Il y a oui, je pense qu'il y a l'Europe centrale, et puis j'aime bien l'histoire, et moi, vous savez, j'ai l'impression de vivre 2 siècles, avec 2 siècles de retard. Moi, j'ai parfois l'impression de porter les stigmates de Waterloo, alors je remonte assez loin. Non, ou d'Austerlitz dans le spectacle. Ou d'Austerlitz, voilà, voilà. Et, non, mais moi, je trouve que c'est très très proche quand même. La Deuxième Guerre mondiale, c'était il y a à peine 60 ans. Je trouve que c'est rien au niveau de la temporalité globale, c'est ridicule. Enfin, faire rire avec ça, il y a peu de gens qui le font quand même. Vous êtes le seul. Sur la guerre? Ouais. Aujourd'hui, vous êtes le seul à faire rire avec. Dans les gens qui sont sur scène, vous êtes le seul à... Quand vous regardez des gens dans la salle assez âgés et qu'au fond vous les traitez de planqués en gros parce qu'ils ont survécu à 2 guerres, etc. D'ailleurs ils se marrent dans le studio. C'est vrai que les gens sont pétrifiés parce qu'en général on a de l'empathie pour un monsieur qui a plus de 80 ans. Et vous êtes le seul actuellement en France à le traiter de planqué et de le soupçonner d'être sorti de cette guerre par des... à Verdun il a sans doute rampé plutôt que couru. Ouais. C'est ça. Mais ça, je reviens à la question, pourquoi ça vous touche, vous, tout ce monde, la géopolitique, faire rire avec tout ça? Non, parce que moi je trouve qu'il y a une ambiance guerrière en fait aujourd'hui dans le monde, mais qu'on ne sent pas. Ça a été remplacé par la dépression et par je pense que c'est plutôt ça, c'est la guerre moderne, c'est la dépression. Mais c'est quand même bizarre, on ne trouve pas que depuis 60 ans en Europe, personne qui est tiré un coup. Bon, il y a eu la Yougoslavie, tout ça, mais c'est vrai que... Et ça vous touche parce que vous connaissez. Oui, ça me touche, oui, j'ai vu ça, bien sûr, mais je suis pas sûr que ce soit en lien avec ça. Alors ça, après, on peut faire de la psycho, mais... Non. Mais c'est des périodes qui me fascinent, parce que c'est là où l'être humain va tendre des... Gaspard, vous venez d'où? C'est pas on n'est pas dans un commissariat de police, mais je veux dire, vous êtes né en Algérie, c'est ça? Non, je suis né en Suisse, et après j'ai pas mal voyagé, mais globalement l'endroit où je suis resté le plus longtemps, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Pourquoi? Pour des questions, c'est pas pour des questions de travail liées aux parents. Alors moi je les ai suivis. Vous savez, à 12 ans, on n'a pas forcément l'autonomie pour dire à son père, écoute, faudrait que tu changes de travail, que tu vas plutôt dans un autre pays. Voilà, si j'avais eu le courage de lui dire ça. Vous lui auriez dit. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, je pense que c'était pas une bonne idée que tu fasses du théâtre. Et puis il l'a pas fait. Donc quelque part, des fois, on se rejoint a posteriori. Et le fait que vous ayez abandonné justement un métier classique, ou en tout cas plus classique, qui est celui, après avoir fait HEC en Suisse, travailler plus ou moins dans une banque d'affaires pour aller sur scène, le déclic s'est fait comment? Ou l'envie ou... Je crois qu'il n'y a pas eu de déclic, c'est-à-dire que moi j'étais toujours conscient que le métier de la banque, c'est un métier plutôt alimentaire. Donc, les choses arrivent comme ça, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui... Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, ça y est, est-ce que j'ai eu un rêve d'enfant? Non, je sais pas. Il y a une phrase de Rilke, on dit l'enfance est un destin. Donc il y a peut-être quelque chose qui je cherche le mot, qui était du domaine de la prédestination, quoi. L'erreur, c'était la banque. Écoute, c'est pas petit. Peut-être que dans la banque, vous voyez, je recevais des clients extrêmement riches. Et je me disais, moi, dans le fond, je ne suis qu'un concierge à chiffres de ces gens-là. Je préférais être de l'autre côté, comme ça, c'est à moi qu'on ramènerait le café et tout. Alors, comment faire? Donc, j'ai essayons un endroit où on se foulerait pas trop, donc ce serait la scène ou les médias. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment par paresse. J'ai l'impression que je fais ça. Vous parlez aussi beaucoup des femmes, parce que le héros, vous-même, je ne sais plus,
se présente comme une sorte de tombeur. Non, vous avez un doute maintenant sur le personnage. Pas du tout. On s'amuse, une sorte de tombeur ou une sorte de génie insupportable. Évidemment, il drague énormément. Les femmes se griffent les seins pour l'atteindre. C'est exactement ça. Et alors, évidemment, il y a des caricatures des différents d'âge, différents terroirs. Des différents terroirs. Parce que vous comparez la femme à des grands vins. Oui. Oui, je trouve que c'est... Grand cru. Non, parce que je me suis aperçu que c'est vrai quand vous faites un dîner avec une femme, généralement, enfin surtout si vous êtes une végétarienne, un peu une connasse bobo, je veux pas dire ce mot-là, enfin bref, je l'ai déjà dit, et elle rentre en concurrence avec le vin. À un moment, j'ai remarqué que du coup, le vin peut vous donner plus de plaisir que c'est celui que vous avez en face, ou la nourriture, c'est un peu pareil. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a un rapprochement à faire. D'où le fait que vous flinguez la femme de 30 ans qui a une sorte d'environnement entièrement vanillé avec des livres sur... Oui, c'est très parkerien, c'est très boisé. C'est pas encore assez... Oui, mais après, ouais, je veux pas vous faire tout mon spectacle ici. Du coup, je le vendrai super mal parce que je suis très mauvais en marketing. Non, mais on en bavarde, justement, on ne le fait pas. Je ne demande pas ni de chanter, ce que vous faites très bien, ni de jouer de la guitare, ce que vous faites très bien, ni d'imiter, par exemple, des gens qu'on entend par bribes dans le spectacle. On va écouter, par exemple, Barbara et Véronique Sanson, qui en prennent plein leur grade, mais d'une manière extrêmement subtile. Alors cette chère Barbara, qui est effectivement une idole Télérama, là, vous ne l'épargnez pas non plus dans une sorte de borborigme barbaresque, mais extrêmement bien fait. Vous aimez ça, la musique? Oui, énormément. Ouais. C'est un de mes... Et alors, j'essaie de comprendre, modestement, le lien entre Barbara et Véronique Sanson, c'est que c'est quand même des gens qui font de la variété, mais avec une sorte d'environnement néoclassique. Or, on sent que vous aimez le classique, donc cette espèce de... On aurait pu ajouter à la liste Paul Naref, c'est-à-dire des gens qui font des arpèges atroces pendant des heures, et ça vous gonfle. Oui. Non, mais moi j'adore Barbara, en fait, le pire, c'est ça. Même et Véronique Sanson. Ouais. Il y a une personne sur laquelle que je n'aime pas pour le coup, que je fais Georges Brassens à la fin, là, j'en écoute pas. J'en écoute, c'est vraiment pour rigoler. Je me dis, mais il y a des gens, c'est incroyable. Alors que Barbara et Véronique Sanson, et Paul Naref d'ailleurs, c'est des gens que j'aime beaucoup. Peut-être justement parce qu'il y a le côté classique. Et Gainsbourg, que j'ai beaucoup aimé longtemps avant de voir qu'il pompait les sonates de Beethoven, là, ça m'a un peu gonflé. Ce goût pour la musique, il vient d'où, Gaspard Proust? C'est de la curiosité personnelle. Une fois, je me suis posé une question très bête, parce que c'était vers 21 ans, je me suis longtemps coupé de la culture pour pas y sombrer. C'était vraiment ça, pour travailler dans la banque. Faut pas être trop raffiné non plus. Alors, je me suis dit, tiens, mais pourquoi Mozart, pourquoi c'est un génie? Alors que je n'aimais pas l'opéra, je trouvais que c'était extrêmement criard et je ne comprenais pas. Alors je me suis acheté Don Juan, je n'ai pas sombré tout de suite, et petit à petit, ça s'est développé dans une espèce de frénésie. Aujourd'hui, j'ai 6000 disques de classique à la maison, 15 versions différentes, trucs de machin, où c'est vraiment devenu une découverte, et c'est ça le plaisir, en fait, d'avancer toujours là-dedans. Donc c'est devenu, oui, vraiment violent. Et dans un petit entretien, enfin dans une page qui vous est consacrée à Libé, justement, où en général les gens qui font votre métier aujourd'hui disent qu'ils se plongent dans la culture contemporaine, vous au contraire vous dites, moi pour faire tout ça, je me plonge, je vis dans une culture classique européenne. Ah, je me reconnais beaucoup là-dedans et je trouve ça formidable. Un côté Lord Byron du comique, quoi. Si vous voulez, ou Goethe, ou... Ouais. Comment il s'appelait l'autre allemand là? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, ça commence. Heine, voilà, c'était Heine. Parmi les Juifs, encore un sujet tabou. Là aussi, on reprend un peu la manière dont fonctionne le spectacle pour donner envie aux gens de vous revoir, soit ce soir, mais là ça va être compliqué, mais cet été en Avignon et donc en octobre à l'Européen. Là encore, il y a l'espèce de grand temps mort qui arrive. Est-ce qu'ils sont malins? Donc les gens s'attendent à des horreurs et vous dites, s'ils étaient malins, ils seraient pas en train de s'acharner sur le seul pays arabe où il n'y a pas de ressources pétrolières et pas le moindre riche. Et alors là, paf, la salle écroule c'est à nouveau, c'est la même chose, c'est installer le silence. Ils sont pas très malins et là on se dit, là il va sombrer, c'était pas possible, il est à la limite.
Là, on frise. Demain, ce sera les papiers, voilà. Et non. Et pourquoi dans votre génération le besoin d'être un sale gosse cultivé est nécessaire? C'est pour rompre avec le passé, c'est un truc tout à fait personnel, il y a Vous trouvez que c'est propre à ma génération? Non, je sais pas, je vous pose la question. J'ai pas le sentiment. Ça serait plutôt à vous de donner votre point de vue là-dessus. Non, je vois pas pourquoi vous... Il y a eu des sales gosses à toutes les époques. Enfin, non, mais c'est une manière de s'imposer quand même, d'être différent de la génération d'avant. C'est pas du tout le même univers que ceux qui ont réussi dans ce métier ces derniers temps, que ce soit, on va pas les citer tous, Gad Elmaleh, Jamel, je parle même pas de Gérard, on est vraiment dans un univers qui n'a aucun rapport, qui est beaucoup plus sophistiqué. Peut-être, mais c'était pas par volonté de faire différemment. Je pense que si je savais faire du Gad Elmaleh aussi bien que lui, j'en ferais. Ça vous intéresse d'ailleurs ce que font les autres ou pas du tout? Ah, j'admire toujours le travail bien fait. La précision, tout ça. Après, que ça me touche, ça c'est autre chose. Mais je suis un public très difficile, vous savez, je suis pas sûr que je paierais pour voir mon propre spectacle. Ouais, si. Non. Si. C'est le stade du miroir, c'est un truc très connu dans le domaine de la psychanalyse. Il paraît que vous courez tous les après-midi justement pour essayer de vous aérer. Vous êtes bien renseigné, pour essayer parce qu'il y a un côté athlétique dans un spectacle. Il faut arriver, tenir la salle. Mais alors justement, comme je suis très statique dans le spectacle, je bouge pas beaucoup, vous voyez, je suis obligé de me dépenser avant, comme ça j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de violent. Donc quand je sors de scène, je me dis tiens, je suis fatigué, mais je le rattache à la course à pied que j'ai fait avant. Je transpire absolument pas sur scène. C'est quelque chose de très et vous souriez à peine. Ah, j'ai horreur de sourire. Au début, je riais un peu à mes propres blagues. Je trouvais ça vraiment honteux et lamentable. Après, j'ai arrêté, je me suis calmé. Mais là, parce que vous voyez, je me suis lassé de mes propres blagues, elles me faisaient plus rire, donc par chance, je les jouais assez souvent pour être totalement indifférent à ce que je fais. Et le fait que les gens vous perçoivent comme un affreux Jojo, éventuellement, peut-être même un méchant. Il y avait un très joli roman de Jean-Marc Roberts il y a des années qui s'appelait Méchant. Ça vous touche ou au contraire vous vous dites ça y est, c'est la béatitude, c'est exactement ce que je voulais? Vous savez, depuis qu'on me trouve méchant, vous savez, le succès que j'ai auprès des femmes. C'est considérable. C'est considérable. Alors je me dis pourquoi changer. En tout cas, c'est ce soir, c'est la dernière. Hein, c'est la dernière avant l'été Avignon et l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez écouter, mon cher Gaspard, puisque nous sommes sur Radio Classique comme musique justement que vous aimez vraiment? Que j'aime vraiment. Alors soit le trio final du Rosenkavalier avec Karajan, soit l'acte d'amour duet de Tristan et Isolde avec, si possible, Melchior et Flagstadt. Alors là, on va demander à Bertrand on va voir, c'est le test de Radio Classique. Là, vous êtes vraiment dégueulasse. Hein. Vous êtes un vrai méchant. Hein. Ou alors, je suis disons des Meistersinger, mais avec Kubelik et Konya et écoutez, c'est quoi ça? Vous connaissez pas? Non, mais ça. Là aussi, la liaison avec la musique classique, c'est tout. Vous l'avez dit, c'est une recherche tout à fait personnelle ou la famille Alors la famille pas du tout. C'était, ils avaient du Tchaïkovski, des trucs extrêmement accessibles. Peut-être la petite musique de nuit et le lac des cygnes, Casse-Noisette. Voilà, ça c'est mignon, c'est gentil. Puis après, quand vous réécoutez justement Casse-Noisette avec les extraits qui sont sortis avec Mravinsky il y a pas longtemps. C'est vraiment douloureux et virulent. Mais vous êtes un vrai passionné. Il faut que vous veniez travailler ici quand vous n'avez pas. Ah non, moi je suis fou de ça. Moi je préfère passer ma journée à triturer des disques, à lire des trucs là. Vous allez aller chez Olivier Bellamy le soir, qui fait une excellente émission justement où il parle avec des gens du théâtre, du cinéma ou de la politique, de leur passion pour la musique classique.
Je suis sûr que si Olivier nous écoute, il va être ravi de vous. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup qui va de vous inviter. Il y a une dernière chose qui m'a fait beaucoup rire, évidemment, parce que les gens croulent de rire, c'est le rapport avec la Méditerranée et Pagnol et toute cette littérature-là que vous flinguez, mais alors avec une violence. Oui, j'ai vraiment honte parce que c'est beau quand même. Ouais. Quel menteur dans le... Non mais c'est vrai, vous lisez la dernière lettre, là, moi je chiale quand je lis le dernier truc de Manon des Sources. Ouais. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Si. Non, vous êtes un grand menteur. Si. Vous moquez des titres, La gloire de mon père, Jean-Charles. En fait, c'est facile. Moi j'espère que quelqu'un va se lever dans la salle et se dire mais quand même. Et jamais. Je me dis mais les gens vraiment, pourquoi ils ne se battent pas pour le défendre? Alors je me dis peut-être que dans le fond j'ai raison d'être de mauvaise foi. L'argument de Jean de Florette, c'est... Il y a une source mais elle est bouchée. Oui, c'est ça. Mais bon, après, si on peut réduire tous les arguments, tous les grands classiques. Je veux dire, vous voyez, Madame Bovary, il n'y a même pas d'argument. S'il y a 2 amants et un mari. Mais alors après, Roméo et Juliette aussi. Merci Gaspard d'être venu nous voir ce matin. Merci. C'était un grand plaisir. Et enfin sur scène au studio des Champs-Élysées ce soir, alors, évidemment, il va y avoir un embouteillage. Alain Hichou va faire ce qu'il peut. Il aura beaucoup de mal. Mais on espère un triomphe au Festival d'Avignon et donc au mois d'octobre à l'Européen, près de la place Clichy à Paris. Bonne journée à vous, bon jogging et bonne dernière représentation. Et maintenant, que vais-je faire? Mon cher Sébastien Le Foll, bonjour. Je rappelle que tout à l'heure on va recevoir donc